Bonjour Marc. Bonjour. Marc, président de Qualita. Alors vous suivez, on va avant de passer peut-être avec des questions que nous avons. On va faire peut-être un petit point avec vous, Marc, sur cette matinée. Je sais que vous êtes féru d'informations, que vous connaissez bien. Vous êtes entre les deux pays, vous voyagez beaucoup, enfin jusqu'à présent, et donc vous aimez faire un petit point général sur la situation. Ouais. Surtout sur les chiffres, Marc, qu'on voit en Israël et en France, des chiffres qui sont alarmants d'après vous. La question, vous l'avez bien expliqué, Olivier, ce matin, n'est pas seulement les chiffres, mais la tendance, l'évolution. Donc aujourd'hui, on a une évolution d'augmentation, soit des cas contaminés en Israël, soit des morts en France, qui est de plus 20% par jour. Donc c'est un plus 20%, plus 25%, ce sont des chiffres très élevés. Et là, toute la question est de savoir les mesures de confinement qui ont été prises, à quelle vitesse elles vont pouvoir avoir un effet pour freiner l'épidémie. Donc, aujourd'hui, elles sont mises en œuvre, mais naturellement, il y a un effet retard pour qu'elles aient une efficacité. Donc, bien sûr, il faut les observer. Les chiffres, les prochains jours vont être absolument cruciaux. On va vérifier 3 ou 4 chiffres ces prochains jours. Le premier chiffre, c'est est-ce que la Chine continue à nous annoncer moins de 15 morts, moins de 10 morts par jour, pratiquement à l'échelle de la Chine d'avoir réussi à juguler la pandémie. La deuxième chose, c'est les chiffres italiens qui sont très importants puisque nous avons entre 250 et 300 morts par jour de plus en Italie, tous les jours. Donc les chiffres italiens, est-ce que maintenant ils sont quelque peu stabilisés, et comme espèrent les Italiens, est-ce que mardi prochain, dans un peu moins d'une semaine, on aura atteint le pic de l'épidémie? Un certain nombre de calculs mathématiques le démontreraient. Évidemment, c'est pas sûr. Et on se rend compte, dans certains endroits de l'Italie, que les mesures de confinement commencent à avoir de l'effet. C'est-à-dire des communes extrêmement touchées qui n'ont pratiquement plus de nouveaux malades depuis que le confinement sont appliqués de manière extrêmement stricte. En revanche, malheureusement à Bergame, il y a une nouvelle ville qui est très fortement atteinte. Donc, deuxièmement, est-ce que, et ça c'est pour la semaine prochaine, les chiffres de l'Italie vont se stabiliser? Et les chiffres français comme israéliens, c'est est-ce qu'on va atténuer l'augmentation du nombre de décès en France, du nombre de contaminés, pour que les hôpitaux puissent continuer à faire face. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ces questions, c'est normal, il faut attendre que les mesures de confinement fassent leur effet. Mais on peut peut-être revenir, si vous voulez, sur un sujet que vous avez rapidement évoqué aujourd'hui, qui est la comparaison. Oui, c'est ce que je voulais vous poser comme question, justement, Marc, puisque vous suivez un peu ce qui se passe, même beaucoup, ce qui se passe entre la France et Israël. Est-ce que vous avez l'impression que les mesures qui sont prises, qui ont été prises ces derniers jours en France, sont des mesures qui viennent un peu en retard ? C'est très difficile de dire, parce que comme l'a annoncé le gouvernement a agi sans arrêt avec un parterre de scientifiques qui lui donnaient des conseils. Donc, après coup, on peut toujours refaire l'histoire, décider de confiner des millions et des millions de personnes, ça n'est pas une mesure facile, c'est une mesure qui également, économiquement, a un prix important, qui pose d'autres problèmes de santé, parce que malheureusement, les maladies ne s'arrêtent pas tous à cause du coronavirus. Donc je ne sais pas si on peut parler de retard. En tout cas, depuis 8 jours, toutes les mesures sont prises quasiment en même temps en Israël et en France. En même temps, le même jour a été annoncée la fermeture des écoles. 2 jours après, en même temps, a été annoncée la fermeture de tout ce qui est loisirs, musées, théâtres, cafés, restaurants. Donc il y a beaucoup de... Et pratiquement en même temps, nous arrivons dans les faits, si ce n'est pas encore une décision totalement juridique, à un confinement qui devient de plus en plus important. Je crois que pour les Israéliens, une des nouvelles de la riche matinée que nous avons vécue ce matin avec Qualita, c'est quelle est la nouvelle, entre guillemets, du jour. Ce soir, vous l'avez dit, plus de transport en commun. À partir de ce soir, plus de tramway, plus d'autobus, plus de trains.
Bon, donc ça, c'est une nouvelle. Ça n'est pas encore le cas en France. En revanche, en France, comme vous l'avez expliqué, pour sortir, il faut remplir un papier. Soit un papier de son employeur disant cette personne est indispensable pour le travail et il s'agit d'un travail qui est indispensable pour la nation. Et dans ce cas-là, vous pouvez circuler. Ou sinon, c'est un papier sur lequel vous devez cocher vous-même à l'avance pourquoi vous sortez dans les 4 cas limités qui sont pour aller faire des courses alimentaires, pour vous soigner. Il y a encore la possibilité de sortir quelques mètres pour respirer, faire de la marche. Ça va sans doute pas rester longtemps. Et dans des cas un peu dramatiques, d'aller secourir un membre de votre famille. Donc, en France, il y a ces mesures, avec effectivement l'armée qui vérifie que vous avez bien ce papier sur vous, qui hier a interrogé les gens, mais qui disent aujourd'hui va mettre des amendes à ceux qui ne respectent pas. Et en Israël, dans les faits, tous les appels « restez chez vous » reviennent pratiquement à la même chose, puisque on ne peut pas non plus sortir sans avoir un motif valable, même si ça n'est pas contrôlé de la même façon. Est-ce que les Français sont l'écart entre la France et Israël, c'est totalement réduit. Il reste quelques différences au niveau économique qu'on pourrait un petit peu détailler. Est-ce que les Français sont plus disciplinés que les Israéliens, vous avez l'impression ? Les Français, qui sont un peu historiquement indisciplinés, ont vu ça tomber sur leur tête. Ils n'ont pas l'habitude des Israéliens, mais d'un autre côté, les mesures ont été tellement violentes. Après les scènes incroyables et insupportables de dimanche dernier, où on voyait des gens s'embrasser dans les parcs. Et en France, ça vous parlait de la France. Voilà. Ouais. À partir de là, ça a poussé l'exécutif français à durcir encore plus vite que prévu les mesures, à reporter évidemment le deuxième tour des élections municipales. Et là, les Français n'ont plus le choix. Donc, les Français respectent. Il n'y a pas le choix. Ok, bon, les Israéliens... Alors, on va dire... au niveau économique, évidemment, Israël est un pays plus petit et qui consacre une partie très significative de ses ressources à la défense et à l'armée. Et la France est un des pays les plus riches au monde. Les Français ont pris des mesures majeures pour lutter contre les conséquences financières de la crise, majeures. Par exemple, un plan d'aide de 300 milliards d'euros pour aider les banques pour qu'elles puissent continuer à donner des prêts, donc extrêmement important. Des mesures majeures de chômage partiel ou d'arrêt maladie. Par exemple, en France, si vous avez des enfants de moins de 16 ans et que votre mari est obligé d'aller travailler physiquement et ne peut pas faire du télétravail, votre employeur vous déclare en arrêt maladie et vous touchez l'intégralité de votre salaire parce que vous restez à la maison pour vous occuper des enfants. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont plus importantes en France qu'en Israël. Les mesures de chômage partiel concernent tout le monde sans obligation des 6 mois sur les 18 derniers mois qui ont été annoncés pour les Israéliens. Alors je signale quand même une mesure importante, on n'en connaît pas encore les détails. Il a déjà été dit que pour les Olim Chadashim, les gens qui sont venus depuis récemment en Israël, les mesures de soutien pour le chômage partiel allaient être, ou total, le chômage technique allaient être plus importantes. Donc il y aura des mesures spécifiques. J'ai fait mon Aliyah il y a 1 an, donc je n'ai pas une période de 18 mois d'analyse de mon travail, de savoir si j'ai travaillé 6 mois ou 18 mois. Donc le gouvernement a annoncé qu'il y aurait des mesures spécifiques et ça concerne évidemment tout à fait notre public de Olim francophone. Bien sûr. Alors justement, puisqu'on parle des Olim francophones, Marc, nous avons bien sûr des questions et c'est une tradition depuis que nous avons pris ce direct, et bien de vous les transmettre et de voir comment on peut y répondre. Alors bien sûr, il y a aussi un numéro vert ou la boîte vocale pour poser vos questions. Donc si vous nous écoutez, vous avez des questions, vous pouvez encore nous appeler au 050 480 80 20. On tâchera d'y répondre tous les matins. Alors hier nous avons reçu des questions, je vais vous en soumettre une. C'est un salarié en confinement qui demande quelles sont les démarches par rapport à son employeur. Cette période est considérée comme chômage technique, comment sera-t-il payé? Voilà, c'est ce qu'il nous demande, comment je vais être payé. Voilà, si vous pouvez répondre, c'est parfait. Le salarié peut travailler de la maison si il a l'accord de son employeur. Il peut prendre des jours de congé maladie que son employeur doit lui payer. Concrètement,
il faut présenter un certificat de maladie du ministère de la Santé et il faut signer une déclaration d'absence pour cause de confinement. Donc ça veut dire qu'il faut appeler le ministère de la Santé par téléphone, étoile 5400 quand vous avez besoin de joindre le ministère de la Santé, où il y a les formulaires online. Ce que je veux dire quand même, c'est que il y a des problèmes de trésorerie et il y a des problèmes d'argent tout court. Ne vous inquiétez pas, chers amis auditeurs, ceux qui feront les démarches un peu en retard, parce que c'est pas évident ce qu'on doit faire, seront pris en compte, seront pris en charge. Donc l'important est de savoir que oui, on sera pris en charge. Si on peut faire les démarches maintenant, très bien. Comme on vient de l'entendre dans l'interview de l'avocate que vous venez de faire, il y a un certain nombre de bureaux qui sont fermés, il y a un certain nombre de services en ligne qui sont surchargés. On ne s'inquiète pas trop. On fera les choses dans les semaines qui viennent. On sera là pour vous aider dès qu'on le pourra. Mais de manière générale, oui, on va être pris en charge. Alors, une autre question, parce qu'il y a aussi... Et en général, ne pas oublier, c'est qu'il y a 2 sites sur lequel on doit aller, c'est le Bitoire Leumi ou bien l'Escat à Asuka, c'est-à-dire un bureau pour le travail. Et bon, maintenant, le problème, c'est que ces sites sont très difficilement accessibles. On pense que la situation va se résorber dans les jours qui viennent. Alors, il y a aussi des salariés qui s'inquiètent parce que, vu la situation économique, eh bien, leurs patrons ont envie, non pas de les mettre en chômage technique ou en congé sans solde, mais tout simplement de les renvoyer. Et il y a un salarié qui s'inquiète. Il a 16 mois d'ancienneté et il voudrait savoir si on a le droit de le renvoyer purement et simplement. Alors, à ce jour, on a le droit de renvoyer. Je signale d'ailleurs qu'en France, une rumeur, on ne sait pas si c'est une fake news, envisage de bloquer tout licenciement dans les semaines qui viennent. En Israël, on a le droit de renvoyer, à condition évidemment de payer toutes les sommes qui sont dues, les indemnités, les préavis, etc. On peut lancer un appel aux employeurs en leur disant « ça n'est pas utile pour vous de renvoyer les gens et de les licencier, puisque si vous les mettez en chômage technique, ça ne vous coûte plus d'argent. » L'inquiétude des employeurs, c'est qu'ils sont, pour certains, en position de presque faillite, qu'ils vont essayer difficilement de combattre et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des charges supplémentaires pour du personnel qui ne travaille pas. Mais on peut leur lancer la supplication, attendez, il n'y a pas de mesure de licenciement qui s'impose aujourd'hui. Si vous attendez, ça ne vous coûtera rien. En attendant, si malheureusement votre employeur a pris cette décision, vous pouvez notamment contacter notre partenaire Isradroit, ISADROIT, c'est Sandrine Drey qui vous donnera un certain nombre d'indications. Et qui sera avec nous demain sur Studio Qualita, justement, pour parler des initiatives. On a parlé beaucoup d'économie ce matin, Marc Azenberg. J'aimerais bien avoir votre point de vue, justement, sur la situation économique, non seulement en Israël, mais aussi dans le monde entier. Maintenant, les choses sont claires sur 2 points. D'une part, on va avoir une récession en 2020 dans le monde, c'est-à-dire une croissance qui n'augmente pas, mais une décroissance. Une récession, c'est quand 2 trimestres de suite sont négatifs. Donc là, on aura sans doute, selon les pays, moins 1, moins 2% de croissance, au lieu d'avoir plus 1, plus 2, plus 6, ce qu'on rêvait en Chine. Bon, c'était un premier fait. Deuxièmement, dans l'espace européen, les règles de rigueur budgétaire vont être abandonnées cette année, les fameux critères de 3%, puisqu'on va dépenser beaucoup d'argent public, notamment en France, qui est particulièrement à la tête sur cette politique, pour passer la crise, consolider les entreprises et éviter des drames personnels pour les indépendants et pour les salariés qui seraient en chômage technique, voire licenciés. Donc, on a cette mesure de cette récession qui arrive, mais qui n'est pas, à l'échelle du monde, absolument dramatique. Ça dépend de la durée. Si, comme on peut l'espérer, il y a des facteurs positifs et négatifs, le pic de l'épidémie se situe entre la semaine prochaine pour l'Italie, entre le mois prochain ou dans 2 mois maximum pour la France et l'Espagne, pour Israël. Si le pic de l'épidémie a lieu au mois d'avril, au mois de mai, et que vers la fin juin, on commence à assister à un redémarrage économique, ce qui est déjà le cas en Chine.
où les usines recommencent à fonctionner et avec un fort taux d'occupation, à ce moment-là, toute cette catastrophe économique sera jugulée et on n'aura pas des conséquences trop importantes si on se place à un horizon 2021-2022. C'est d'ailleurs le yo-yo que font actuellement les marchés financiers. Les marchés financiers ont baissé de l'ordre de 25 à 30% depuis le début de la crise, mais chaque fois qu'il y a des mesures qui sont annoncées de relance, ils se redressent de 1 ou 2%, ils rebaissent, mais il n'y a pas l'effondrement de la division par 3 de la valeur des actions. C'est encore très incertain. Que Trump, on en a parlé hier, a annoncé un très grand plan de relance économique qui va également soutenir les marchés et soutenir l'économie. Très bien. Alors, moi, je voudrais dire encore deux choses. On parle, pour prendre un petit peu de distance avec notre actualité quotidienne. D'une part, on explique l'importance de rester chez soi et de respecter ces mesures de confinement. Il faut aider les personnes âgées à ne pas aller faire leurs courses. Beaucoup d'initiatives extrêmement altruistes sont prises tous les jours, c'est formidable. Le problème du corona, comme de nombreuses épidémies, c'est la vitesse de propagation. Et j'aurais juste fait un petit rappel historique. La dernière grande épidémie qui s'est passée à Marseille, en 1720, qui était une épidémie de la peste. Les historiens considèrent qu'elle est venue à partir d'un bateau qui s'appelait le Grand Saint-Antoine, qui était en provenance du Levant, de la Syrie. Et dans ce bateau, il y avait une cargaison d'étoffes et de balles de coton. Malheureusement, qui avait été propagée, qui avait subi l'éruption d'une bacille qui s'appelait la bacille de Yersin, qui était une bacille extrêmement violente de la peste. Quand ce bateau s'approche de Marseille, les autorités de Marseille disent au commandant du bateau « On va tous vous mettre en quarantaine, puisqu'on a appris que pendant la traversée, vous avez eu 2 morts de la peste. » Malheureusement, pour des problèmes de cupidité, d'argent, un certain nombre de matelots sont sortis vendre une partie de la cargaison, sans le dire à personne, à Marseille. Ils ont sorti des étoffes, ils les ont vendues sur le marché. Et ils sont remontés sur le bateau qui, à ce moment-là seulement, a été mis en quarantaine. Le simple contact de ces matelots et de ces étoffes a entraîné 30 000 morts à Marseille, une centaine de milliers de morts dans toute la Provence. Donc, le non-respect d'une mesure, à l'époque déjà de quarantaine, de confinement, a eu un effet absolument... Ça a été rapide? On sait si ça a été rapide? Ça a été rapide, oui, ça a été rapide. Donc voilà un exemple où le confinement, s'il avait été respecté, aurait évité des milliers de morts. À l'inverse, et sans donner de trop fausses joies, il y a tous les jours des avancées, comme vous le savez, de la recherche pour trouver un vaccin et pour trouver des remèdes le plus rapidement possible contre le corona. Le vaccin, on sait que malheureusement, c'est une affaire de plusieurs mois. Mais il y a une nouvelle qui est intéressante, qui est la nouvelle annoncée par le professeur Raoult, qui est le professeur de l'IHU de Marseille. Ils ont fait des tests avec un médicament qui s'appelle la chloroquine. Et j'espère qu'on entendra beaucoup parler de ce médicament dans les prochains jours, ce qui signifierait que c'est une piste sérieuse. C'est chloroquine, plus exactement l'hydroxychloroquine. C'est un médicament qui est utilisé depuis très longtemps pour lutter contre le paludisme. Ils ont fait des tests à Marseille et sur 100 patients, pas sur 100 patients, sur 25 patients, 75% qui étaient contaminés après prise de ce médicament ont été guéris en 5 jours. Et ça nous renvoie à une étude qui avait été faite en Chine il y a quelques semaines sur une centaine de patients et sur lesquels également la chloroquine, le nom commercial c'est souvent ce qu'on appelle la plaquenil, la chloroquine avait été efficace. À tel point que le porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, a annoncé que c'était une piste prometteuse, la piste du professeur Raoult, et qu'on allait augmenter les tests
dans d'autres endroits en France pour vérifier son efficacité. Alors, il y a également... L'avantage, c'est que c'est attendons, c'est trop tôt, il ne faut pas faire d'effet d'annonce, rien n'est sûr. Mais voilà une piste parmi d'autres. Donc, à côté d'un exemple historique où le non-respect des consignes a entraîné des catastrophes, un exemple aussi de la recherche où c'est là où il y a le plus d'entraide dans le monde, et donc un espoir. Ce matin, la chloroquine, dont j'espère qu'on aura à vous reparler pour vous dire qu'il y a des traitements qui arrivent et qui pourraient lutter efficacement avant que les morts continuent à se multiplier. Ok. Alors justement, vous avez parlé de la peste. Je suis obligée de faire ça m'a fait penser à un extrait du fameux livre d'Albert Camus, La peste, même s'il parlait en fait en sous-texte d'autres choses. Mais c'est vrai que pour inciter les gens à rester en confinement, à ne pas parler à d'autres personnes, à rester en famille, notamment les grands-parents qui ont envie de se rapprocher de leurs enfants, qui ont même envie de passer les shabbatotes ensemble et de se mélanger, c'est très 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 dangereux. Donc je vous donne un petit extrait de ce texte, n'est-ce pas, d'Albert Camus. Beaucoup, cependant, espéraient toujours que l'épidémie allait s'arrêter et qu'ils seraient épargnés avec leur famille. En conséquence, ils ne se sentaient encore obligés à rien. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit, tout le monde va se sentir obligé de rester chez soi, à l'isolement, en tout cas, de fréquenter le moins de gens possible. Vous parlez de la prise de conscience des Français. Il y a eu une ruée dans les librairies ces dernières semaines, quand on pouvait encore sortir, pour acheter La peste de Camus et pour la relire dans ces moments difficiles. C'était la prise de conscience des Français. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que nous, eh bien, les choses vont continuer, que les tests vont se développer ici. Vraiment, le gouvernement israélien fait le maximum pour endiguer cette épidémie. Merci, Marc Eisenberg. Voilà, retenons les deux nouvelles importantes du jour en Israël. Plus de transport en commun ce soir. Et pour ceux qui ont une autorisation, un rendez-vous du ministère de la Santé, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, il y aura la possibilité de faire des tests qui vont être multipliés par 5 dans l'ensemble du pays, le nombre de tests à partir de demain. Voilà les deux grandes nouvelles mesures de la journée. Mais je souhaite à tous nos auditeurs une bonne journée, une utilisation intelligente de cette difficile période de confinement, le fait de faire bien travailler les enfants, c'est important, et qu'on se retrouve tous ensemble demain pour des meilleures nouvelles. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Marc. Merci Marc Eisenberg. Voilà, merci. Alors, nous retrouverons demain. Cathy, on sera au rendez-vous demain à partir de 9h. On va continuer comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ces 2 heures avec toi, Cathy. C'était très agréable aussi avec nos techniciens, David et Tsuriel. On les salue, hein. Ils sont là. Ils respectent les distances de sécurité. Sachez que peut-être qu'à l'écran, vous ne nous voyez pas, vous nous voyez proches, mais sachez que nous respectons dans le studio les distances de sécurité. Voilà. Alors, si vous avez, on va terminer en donnant... Et bientôt, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu, hier, le Premier ministre Édouard Philippe en France s'est exprimé sur le journal de France 2 et il a respecté la nouvelle décision gouvernementale. Aucun ministre sur les plateaux de télévision, toutes les interviews en duplex. Ok, alors... pour montrer que tout le monde doit respecter les distances de sécurité. Voilà. Et on le sait aussi. C'est ce que vous avez fait aussi ici ce matin, Marc. Ici ce matin et en Israël, évidemment, puisque je rebondis sur cette dernière information, eh bien, tous les ministres vont être testés. On sait qu'on l'a dit. On a eu on parlait de ça tout à l'heure. On l'a rapidement évoqué. On a eu des cas de députés et un ministre, le ministre Aryeh Deri, en raison d'une contamination qui a été faite. Alors ils sont pas malades, mais ils ont été en contact avec une personne qui est malade. Je ne me souviens pas son nom, mais il est responsable d'un conseil général d'une région en Israël. Il y avait dimanche une grande réunion et tout le monde a participé à cette réunion, dont ces 3 députés donc et le ministre Aryeh Deri, même si les mesures des distances de 2 mètres étaient respectées, etc. Il a été décidé donc le ministre Aryeh Deri et 3 autres députés sont donc en confinement à la maison et resteront donc
donc à la maison pour 14 jours, comme beaucoup de personnes qu'on connaît. On clôt l'antenne. Plus de 53 000 Israéliens aujourd'hui. Ouais. Voilà, on clôt l'antenne en pensant bien sûr à tous ceux qui sont seuls chez eux et qui respectent cette mesure d'isolement. Bon courage, vous pouvez nous suivre tous les matins. On va rappeler les numéros de téléphone pour les numéros de téléphone pour si vous avez des questions à nous poser. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On a retrouvé le numéro vert. On a retrouvé le numéro vert. On fera notre possible d'y répondre de la manière la plus juste. Alors le numéro c'est le 02 590 60 82 où vous avez aussi notre le 050 430 80 20. Vous pouvez laisser des messages, on vous répond. Et puis vous pouvez nous laisser un message sur notre site, sur la page Facebook, sur tout ce qui existe donc de Studio Kalita. Merci beaucoup Cathy. De rien, merci beaucoup Olivier. À demain. Bye bye. Ciao.